Mes chers élèves, bonjour. Après avoir étudié avec vous la scène la plus importante de la pièce entre Créon et Antigone, je passe maintenant à la scène qui suit. Elle est entre Créon et Aimant, et bien sûr en présence du cœur. Les deux personnages, Aimant et le cœur, sont ici pour essayer de persuader Créon de renoncer à la condamnation à mort d'Antigone. C'est à partir de la page 100 donc, que va commencer ce dialogue que je vais qualifier de dialogue impossible entre le père et son fils. À la page 100, vous avez cette didascalie qui ouvre cette scène. Aimant entre en criant, et vous avez l'expression lancée par Aimant, père. Cette expression met déjà en route le projet de persuasion de Aimant, et là nous devons faire cette distinction pertinente entre la persuasion et la conviction, c'est-à-dire entre le désir de persuader et le désir de convaincre. Ici, la persuasion passe par l'émotion, par les sentiments. Le premier mot lancé par Aimant est donné dans le sens de l'émotion et de l'attendrissement en fait de Créon. Aimant veut toucher la sensibilité de son père. Il veut toucher son cœur. Il veut éveiller chez lui une certaine émotion, une certaine pitié qui pourrait être salvatrice pour Antigone. Cette expression va s'ajouter à d'autres expressions que l'on va trouver dans le dialogue et qui mettent justement en valeur cette volonté d'Aimant de vouloir persuader son père. Et nous allons trouver tout un vocabulaire mélioratif à la page 103 par exemple, où Aimant met en valeur le père. Il le met tellement en valeur qu'il utilise une expression hyperbolique, le mot Dieu. Et donc tous ces éléments montrent très bien que Aimant veut mettre son père sur un piédestal. Il veut mettre en valeur la puissance du père à travers le vocabulaire mélioratif dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc ce sont des modalisations, et à travers l'hyperbole qui met en valeur l'admiration exagérée, l'admiration surdimensionnée, si vous voulez, du fils envers son père. Et il lui rappelle quand même un certain nombre de souvenirs, des souvenirs d'enfance, des souvenirs qui sont marqués justement par cette image idéale et idéaliste du père. Et donc tous ces éléments-là concourent à donner à Créon une certaine image très positive, à le mettre en valeur et à lui montrer qu'il est capable de tout, y compris de sauver Antigone. Et par la même occasion, nous avons ce deuxième argument qui entre toujours dans le désir de persuasion de Créon, ce deuxième argument qui consiste à dire que l'absence d'Antigone signifie la fin de la vie aussi pour Aimant. Vous avez à la page, excusez-moi, je cherche la page, voilà, la page 102, la dernière ligne. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie, et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle? Vous avez cette répétition de l'expression négative sans, c'est-à-dire que la privation, ici il parle de la privation d'Antigone. Être privé d'Antigone, c'est être privé de la vie, c'est être incapable de vivre avec les autres. Donc l'attachement ici d'Aimant à Antigone se comprend facilement à travers cette réplique. Et à cela s'ajoute bien sûr l'utilisation
du futur simple qui exprime la certitude. Ça veut dire qu'il est dans la certitude qu'il ne peut pas vivre sans Antigone. Alors, on a ici deux arguments très importants qui vont dans le sens de la persuasion. Le premier, c'est la valorisation du Père, comme étant une puissance qui est capable de, 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 de renoncer à cette condamnation à mort. Et le deuxième argument, c'est cette impossibilité de Aimon de vivre sans la présence d'Antigone. Mais à cette argumentation répond bien sûr Créon, également par le futur simple, parce qu'il dit il faudra que tu acceptes, il faudra que tu acceptes. Il s'adresse à son fils en utilisant le futur simple qui exprime la certitude et en utilisant le verbe falloir qui est un verbe d'obligation. C'est-à-dire que si Aimon se croit dans l'obligation de vivre sans Antigone, il doit savoir surtout qu'il est dans l'obligation d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que Créon ne peut plus revenir en arrière, ne peut plus sauver Antigone. Et Créon essaie de donner un petit peu des conseils à son fils. Il faut accepter d'être un homme. Il lui demande d'être un homme. Et là, il faut comprendre cela dans le sens du dialogue tout simplement. C'est-à-dire que il faut accepter d'être séparé de la personne la plus chère. Il faut accepter d'assumer la nécessité de vivre sans Antigone. Autrement dit, il faut accepter d'être un homme en sortant de la soumission à l'amour que Aimon a pour Antigone. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un d'autre pour vivre. Voilà le message que Créon veut transmettre à son fils. Autrement dit, la mort d'Antigone doit donner naissance à un homme nouveau. Après la mort d'Antigone, après la condamnation à mort d'Antigone, Aimon doit se transformer. Il doit devenir un homme et ne pas rester un enfant attaché au père et un enfant attaché à Antigone. Il doit être plus fort moralement et plus dur psychiquement et moins soumis à ses passions et à ses sentiments. Or, une lecture très attentive au dialogue va mettre en relief un certain paradoxe, une certaine contradiction dans le comportement du père, parce que à la fin, il demande à son fils d'être un homme, mais en même temps, il lui dit mon petit, donc il le rend encore un enfant. Et à cette argumentation, Aimon répond je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Il est toujours dans cette frustration puisque il vient d'évoquer tous les souvenirs d'avant, n'est-ce pas, pendant lesquels il avait constitué une certaine image très idéaliste du père admirable, du père qui force la fascination. Mais cette vision du père, c'est la vision de l'enfant, n'est-ce pas? C'est la vision de l'enfant. Et cette vision ne correspond plus à la situation dans laquelle se trouve maintenant Aimon. Et donc, cette admiration dont on vient de parler est un sentiment de l'enfant qui n'arrive pas à sortir de son enfance et qui reste attaché à son père. Et donc, ce sentiment d'admiration, la perte de ce sentiment d'admiration va vouer le personnage à la solitude. Il dit le monde est trop nu, je suis trop seul et le monde est trop nu. Donc cette admiration va vouer, cette absence d'admiration va vouer Aimon à la solitude et à la perte des repères, c'est-à-dire il va se perdre du moment qu'il a perdu le père. Donc cette phrase montre très bien que Aimon vient d'opérer en quelque sorte la séparation filiale avec Créon
et qu'il vient de déclarer la séparation du père ou bien la perte du père. Et donc perdre le père, c'est vouloir par la même occasion gagner Antigone. Perdre le père est vivant, donc c'est perdre la vie pour aller avec la mort. Et c'est ce qu'on va comprendre aussi à la fin de la scène lorsque Aimon va dire à son père, c'est déjà fini, ça veut dire que tout est terminé, qu'il n'y a plus aucune raison pour moi de vivre parmi vous, que je vais choisir Antigone, c'est-à-dire je vais vivre avec Antigone dans le monde des morts. Et donc, ce dialogue conflictuel entre les deux personnages met en valeur la séparation terrible entre le père et son fils, et donc le retour à, euh, à la réalisation de cette rencontre qui n'est pas possible dans la vie, mais qui est possible dans la mort, entre Aimant et Antigone. Merci de votre attention et à la prochaine leçon. Au revoir.